bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter très rapidement puisque vous n'êtes pas venus pour ça, même si j'ai un fort ego. Mais je m'appelle Bernard Lignon, je travaille au sein du Synabio depuis 3 ans et je suis en charge de tout ce qui est question réglementation et qualité. Le Synabio, en 2 mots, c'est un syndicat des transformateurs de produits bio en France. Il y a 220 adhérents, essentiellement des transformateurs. Il y a quelques distributeurs comme Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, mais le plus gros de notre activité, c'est quand même la transformation. Et donc aujourd'hui, je me fais le plaisir de faire un petit bilan réglementaire de la mise en application du règlement bio, que j'appelle toujours le nouveau règlement, mais le futur règlement, mais qui maintenant est le règlement en vigueur. Et faire un petit point là aussi par rapport au marché en berne, et de voir s'il y a un lien ou pas entre les deux. Alors, rapidement, sur la mise en place du fameux nouveau règlement qui est maintenant le règlement, je rappelle à tout le monde que la volonté en 2013 était de réécrire le règlement bio en l'harmonisant et en le simplifiant. L'harmonisation, on peut dire qu'il y a eu des progrès. Sur la simplification, chacun en pensera ce qu'il en veut, mais maintenant on a un texte plus 39 autres documents réglementaires. C'est un peu comme une saga. À un moment donné, c'est plus belle la vie. Il y a des actes secondaires qui sont toujours en cours de rédaction. Donc on a quand même, on ne va pas les prendre un par un, je vous rassure. Et pourtant, c'est passionnant. Donc, il y a le règlement de base qui a été déjà modifié et corrigé. Il y a 16 règlements délégués et 7 règlements d'application, sachant que les règlements délégués seront incorporés et le sont déjà pour partie dans la version consolidée du règlement européen. Il convient d'être vigilant aujourd'hui quand on va regarder la version consolidée parce que tous les actes délégués ne sont pas dedans. Et puis, comme ça aurait été trop simple aussi, tout ce qui est acte d'exécution ne seront pas incorporés dans la version consolidée. Donc au sein du Synabio, on a mis en place un outil pour arriver à faire le lien entre les articles de l'acte de base et les actes secondaires. Sachant que, pour mettre un peu de poésie, un acte secondaire peut renvoyer à différents articles. Le même article peut renvoyer à différents actes secondaires. Des actes secondaires renvoient sur des actes secondaires qui renvoient vers un article. Bref, c'est un jeu de pistes. Le Cluedo à côté, c'est rien. Donc c'est parti, mais c'est pas fini, puisqu'il y a quand même encore des actes. Alors il y a un acte d'exécution qui est le règlement 2021-1165, le règlement annexe, qui lui sera amené à bouger de façon permanente, puisque notamment beaucoup d'opérateurs ont certains besoins de rajout d'additifs, d'auxiliaires technologiques, que ce soit pour le food, le feed. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer très rapidement, puisque le pet food est maintenant compris dans l'acte de base, puisque les chats et les chiens sont considérés comme des animaux, ce qui est quand même pas mal, et que donc de ce fait, on se réfère à la réglementation sur les animaux. Pour autant, ils ont des besoins spécifiques, et donc il y a certains auxiliaires technologiques et additifs qui seront autorisés pour le pet food, et le règlement d'exécution 2021-1165 risque de bouger très prochainement. L'acte délégué sur le sel, donc le fameux sel bio, devrait voir le jour dans quelques semaines, sachant qu'on en est à la 4e version. Et à chaque version, on perd le niveau d'exigence. Donc bientôt, la seule exigence, ce sera de dire le sel bio, il faut l'écrire SEL et BIO, plus loin. Non, j'exagère un petit peu, mais en fait, c'est l'approche de la commission est quelque peu catastrophique. Donc je fais coucou à la caméra pour qu'il prenne le message. Puisque ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a une vraie différenciation entre le sel bio et le sel conventionnel. Or, là, c'est vraiment un cahier des charges à minima, et ce qui est dommage. Alors, effectivement, un des rares points positifs, parce qu'il faut rester positif, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir d'additifs dans le sel bio. Avec quand même, juste pour mémoire, le sel bio ne sera pas comptabilisé, il ne sera pas obligatoire, il ne sera pas comptabilisé dans le pourcentage des ingrédients bio.
Il y a un acte délégué qui est aussi en cours d'écriture, insecte, donc il a été présenté au dernier COP. Le COP, c'est le comité des produits bio où se réunissent les différents États membres et la Commission. Il y a eu une présentation de la première version, tellement de remontées des États membres qu'ils ont dit bon, c'est bon, on a compris, on reviendra avec un nouveau projet au prochain COP. Alors, il y a quand même un point qui va bouger aussi dans le 1165, c'est qu'aujourd'hui, il est prévu que les transformateurs utilisent des produits de nettoyage et désinfection qui soient légiférés et qui soient présents dans une liste positive pour la Commission, si ce n'est qu'aujourd'hui, la liste est vide. Donc, ne pas pouvoir faire de nettoyage et désinfection dans le milieu agroalimentaire, c'est un peu gênant. Le Synabio travaille sur le sujet depuis 2019 et concrètement, on a mis en place un groupe de travail puisqu'on n'a pas forcément la compétence sur ce sujet-là, où il y avait donc la Fédération des fabricants de produits de nettoyage et désinfection, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, la DGCRF, l'ITAB, les OC, donc les fabricants de produits de nettoyage et désinfection français, etc., etc. Et au bout d'un moment, on a vu que la mise en place d'une liste positive était très compliquée parce qu'il n'y a pas de dispositif pour les produits de nettoyage au niveau européen, parce qu'il n'y a pas de liste d'ingrédients pour les produits de nettoyage et désinfection, et encore plein d'autres bonnes raisons. Donc on a alerté la Commission au niveau français, au niveau européen, puisque le Synabio est membre d'IFOAM. Et donc au niveau d'IFOAM, il y a une task force qui travaille sur le sujet. Le FIBEL travaille sur le sujet aussi. La ISE, qui est le syndicat des fabricants de produits de nettoyage européens, travaille sur le sujet aussi. On a tous à peu près la même approche. Et c'est bien, mais c'est que ce petit souci, c'est pas du tout la même que celle de la Commission. Et quand on pose la question à la Commission, donc moi je les avais interrogés en février 2021, ils m'ont dit « Ah bah ça tombe bien, on commence à travailler sur le sujet ». J'ai dit « Super ». Et en mars 2022, je les ai rappelés pour savoir où ils en étaient, ils m'ont dit « Ah bah ça tombe bien, on commence à travailler sur le sujet ». J'ai fait « Non, celui-là, le Joker, vous l'avez grillé une fois ». Donc concrètement, ils n'ont pas avancé du tout. Et je ne sais pas trop comment ils vont faire, puisque le rapport d'ECTOP n'est pas suffisamment clair pour arriver à donner de la visibilité sur le cahier des charges qui sera finalement retenu. Sachant qu'il faut que la Commission comprenne que les opérateurs ne changent pas, c'est pas du monsieur propre qu'ils utilisent, hein. Donc on ne change pas de produit de nettoyage et désinfection du jour au lendemain. Il y a des protocoles d'essai, des tests, des validations microbiologiques, etc., etc. Et tout ça, ça prend du temps. Et ce qui prend du temps en amont, c'est que s'il y a des nouvelles exigences, il faut développer des nouveaux produits de nettoyage et désinfection. Et tout ça, ça prend du temps. Le 1er janvier 2024, c'est demain. Donc il faut vraiment que la Commission nous apporte un éclairage sur la direction qu'ils veulent prendre. Autre sujet. Je ne vais pas refaire tout l'historique depuis 2013 du nouveau règlement, mais il y a quand même eu une bagarre assez virulente, on va dire, entre le Conseil et le Parlement européen d'un côté et la Commission de l'autre. La Commission européenne voulait mettre un seuil de décertification automatique dans l'acte de base. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont dû céder, puisqu'à un moment donné, ça a pris quand même 6 ans, 18 ou 24 trilogues. Est-ce que vous regardez la série de Parlement ? Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. Hein. Je n'ai pas d'action, mais franchement, on a l'impression d'être au boulot. Et donc ils ont dû céder, mais ils ont cédé en mettant un petit cheval de Troie dans l'article 29 en disant ben écoutez, on va faire un rapport au plus tard au 31 décembre 2025 et en fonction du rapport, on ne s'interdit pas le fait de proposer un petit changement réglementaire pour harmoniser et faire passer ce qu'on voulait faire passer depuis 2013 et qu'on n'a pas réussi à faire. Et aujourd'hui, quand on voit l'attitude de la Commission, c'est vraiment, il faut que je reste politiquement correct là, mais très antidémocratique on va dire. Hein. Donc ils mettent une pression de dingue sur les États membres en leur disant, mais c'est simple, hein, dès qu'il y a présence d'un pesticide, il y a enquête immédiate, on bloque, et puis si on ne trouve pas la cause, décertification.
il faut reconnaître qu'au moins c'est clair. Ça ne correspond pas du tout à ce qui est écrit dans le règlement, ce n'est pas du tout l'esprit, mais c'est leur position. Donc il y a quand même un point qui est important, c'est que jusqu'à présent, les OC se référaient à un seuil de 10 ou 20 ppb, suivant qu'on prend ou pas l'incertitude analytique, et ils ne peuvent plus le faire, puisque dans le règlement, il n'y a pas de seuil. Par contre, il y a une notion de doute. Et c'est pour ça que maintenant, le réflexe, c'est de dire « je doute, je ne seuille pas ». Il faut se poser la question à chaque fois de se dire « mais dans quel cas sommes-nous » Parce qu'on pourrait très bien mettre un seuil relativement bas, mais pour des substances dont la LMR est très faible, eh bien finalement, la question est plus importante que de trouver une substance en très petite quantité quand la LMR est très très importante. Juste pour information, on a participé en juillet au comité permanent de l'agriculture bio où l'INAO nous a dit la Commission a demandé à l'ensemble des États membres de remonter tous les guides privés sur la gestion des pesticides. Et donc, au sein du Synabio, on a mis en place un comité scientifique où il y a des membres du Synabio, membres de l'ITAB, des laboratoires qui sont aussi présents. Et on avait commencé à rédiger un guide. Or, on était en cours d'écriture et il fallait remonter ce guide-là au 30 août. Parce que la commission, c'est toujours comme ça. Hein. Vous avez 3 jours pour répondre et eux, ils ont 4 ans. Bon, il y a un problème d'échelle, sans doute. Et de ce fait, on a vraiment accéléré les choses. On a finalisé notre document et qu'on va présenter aux autorités la semaine prochaine. Donc, ça va nous permettre là aussi de voir un petit peu ce qu'il en est. S'ils ont la même approche que nous. Donc on va présenter ça à la DGCRF, aux OC et aussi à l'INAO et au ministère de l'Agriculture. Donc on pourra vous en dire plus, sachant que notre guide part depuis l'analyse de risque, l'élaboration d'un plan de contrôle, le choix des laboratoires, les modalités d'échantillonnage, le choix du scope analytique et que faire quand on trouve une substance dans un produit. Sachant que je pense que la lecture des gens qu'on va rencontrer va être plus sur que faire en cas de présence d'un pesticide que sur les modalités d'échantillonnage. Un autre sujet qui n'est pas dans le règlement directement, mais qui va concerner le secteur bio très prochainement, c'est les NBT. Donc je ne parle pas des NBT, tout le monde sait que ce sont les nouveaux OGM, bien sûr. Et il y a eu une consultation publique cet été, un peu orientée, on va dire. Hein, mais j'aime bien la commission quand même, hein, je préfère le dire. Un peu orientée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait 5 réponses possibles, une non et 4 oui. Formulées un peu différemment, parce que pour la commission, ces nouveaux OGM, les NBT, c'est un bon moyen d'atteindre les objectifs du Green Deal. On se demande qui leur a soufflé ces bonnes idées. Donc il faut faire attention parce que la Cour européenne de justice en 2018 a quand même rendu un arrêt en précisant que les VRTH et les nouvelles techniques de mutagénèse ciblée sont à considérer comme des techniques de OGM et donc doivent respecter la directive 2001-18. Comme tout le monde connaît la 2001-18, je vais aller assez vite. Concrètement, ce qu'elle dit, cette directive, c'est qu'il faut une évaluation du risque de ces nouvelles substances, une traçabilité tout du long du circuit de distribution et un étiquetage obligatoire. Or, aujourd'hui, dans la consultation publique, globalement, l'étiquetage obligatoire, on pouvait trouver des solutions avec des QR codes ou c'était moins important ou que sais-je. Mais si demain, il n'y a plus d'obligation d'étiquetage, comment voulez-vous que les opérateurs en bio puissent savoir qu'ils utilisent des OGM? Parce que ce sont des OGM. Et quand bien même, par un jeu réglementaire, on pourrait dire, ben oui, effectivement, c'est pas interdit en bio, il y a quand même un problème moral, éthique, à proposer des semences génétiquement modifiées et des produits génétiquement modifiés parce qu'on ne pourrait pas les identifier, et idem pour les consommateurs. Alors, le titre de la conférence, j'ai essayé de le rendre un peu vendeur, c'était nouvelle réglementation et marché en berne. Donc le marché est légèrement en berne, bon, tout le monde le sait, on est
un petit peu en perte de vitesse. Bon, on ne va pas insister. Quel lien entre ce marché et la réglementation? En fait, pour moi, la réglementation, ce n'est qu'un outil. C'est un outil pour répondre à la fois aux attentes des consommateurs et un objectif qui est d'avoir un impact moindre sur l'environnement. Or, et là j'étais vraiment déçu, à la limite de pleurer, j'ai appris que tous les consommateurs bio n'avaient pas lu le règlement avant d'acheter des produits. Et ça a été un drame quand même. Et je me suis dit, là on a raté quelque chose. On a raté quelque chose, pourtant c'est quand même quelque chose de très important. Et il y a un décalage entre les objectifs qui sont dans l'article 4, les principes généraux et spécifiques qui sont dans les articles 5 et 7, où on donne la direction du texte. Et donc, à un moment donné, les consommateurs, c'est ça qu'ils achètent. C'est ça, c'est l'idée qu'ils se font du bio. Et puis, dessous, il y a plein de règles. Puis, je n'ai pas tout mis, hein. Il y en a en magasin, parce qu'il y a tous les actes secondaires. Or, on se rend compte qu'à un moment donné, le secteur bio a survendu des promesses qu'ils ne sont pas capables de tenir, l'absence de pesticides notamment, et qu'ils sous-valorisent ce qu'ils font bien. Donc c'est, à mon avis, peut-être un premier travail à faire, de chercher à mieux valoriser ce qui est bien fait, et peut-être arrêter de promettre ou surpromettre quand on ne peut pas tenir. Et pour autant, il est important aussi de dire, dans le cahier des charges, dans le règlement, il y a des trous dans la raquette. Si quelqu'un me dit, Bernard, là, on parle des emballages dans le règlement bio aujourd'hui, je suis preneur, hein, mais j'ai rien vu. Quand bien même on en parle dans le règlement sur la biodiversité, qui est repris plusieurs fois dans les objectifs et les principes généraux, il y a très très peu de règles qui sont en lien avec la biodiversité. Autant il y en a pour le bien-être animal, autant sur la biodiversité, il n'y a pas grand-chose. Pour autant, l'application des règles fait que les résultats en biodiversité montrent, sur des études scientifiques, que le système biologique est le meilleur système agricole. Sur les produits de nettoyage et désinfection, il n'y avait rien. Donc, par rapport à ça, rapidement, je mets tout. Non, je vais quand même vous présenter celle-là. Ce qu'il est important de dire, c'est que, ok, on va mieux valoriser ce qu'on fait bien, on va arrêter de survendre, mais aussi, ce qui est important, c'est d'écrire le futur règlement. Et d'écrire le futur règlement, ça passe par une phase de consolidation autour d'un guide de bonne pratique français, à usage volontaire, essayer là aussi qu'il soit plus ou moins adopté au niveau français, et puis après ça permettra de pouvoir influencer au niveau européen, et une fois que les gens sont prêts, de vouloir changer la réglementation, et non pas de dire on change la réglementation sans faire d'études d'impact, et puis après c'est un peu comme pour les produits de nettoyage et désinfection, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Voilà. Donc en fait au sein du Synabio, mais au niveau français mais au niveau européen, avec IFOAM, il y a des groupes de travail qui sont mis en place pour pouvoir traiter de ces sujets-là et être force de proposition. Et on cherche là aussi à associer non seulement nos adhérents, mais aller bien au-delà, parce que comme je l'ai dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je crois que c'est la dernière. Déjà, comme c'est écrit, je vous remercie de votre attention. Et 2, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre pour le mieux. Voilà. Merci. Ah là, je vous ai assommé. Hein. Oui, je t'en prie. Merci. Sur les NBT, quel est un petit peu les perspectives pour justement une clarification de la réglementation? Est-ce qu'on a déjà un petit peu des idées, ou alors est-ce que c'est encore le flou complet? Non, on a les idées relativement claires. Ce qui est un peu déceptif, c'est que ce matin à 10 h, j'ai fait une présentation. Il y avait 3 personnes. Bon, c'était 3 collègues. Hein. Ça, on se sent moins seul. C'est un sujet qui est super important. La commission a déjà commencé le travail. Il y a eu une consultation publique cet été. Le Conseil européen a déjà mis en garde la commission en disant on veut qu'il y ait une évaluation des risques qui soit basée sur des critères scientifiques transparents, et on veut que le consommateur ait le choix à la fin.
Il y a eu un courrier des parlementaires européens pour demander à la Commission quels étaient les moyens qui avaient été mis en œuvre pour faire de la recherche, pour étudier les risques de ces nouvelles technologies. Et aussi un autre point, c'est comment on détecte ces nouvelles technologies. Parce qu'un des grands discours, c'est de dire « Ah mais vous savez, mais rassurez-vous, faites confiance, c'est naturel ». Or, à un moment donné, il faudra bien pouvoir déterminer dans quelle mesure il y a eu une transformation génétique volontaire ou naturelle. Et donc là, la Commission a répondu aux députés européens qui posaient la question, comme quoi ils avaient mis 0 € sur les deux sujets. Voilà. Et le projet, c'est qu'il y ait une proposition de nouveau règlement en deuxième trimestre 2023. Mais c'est un sujet dont tout le monde parle, donc tout le monde est au courant, donc tout le monde se mobilise. Donc voilà, non, c'est un peu ironique et un peu triste, mais c'est en train de passer comme une lettre à la poste, sachant que la Commission européenne est convaincue ou présente la chose comme étant une bonne solution pour atteindre les objectifs du Green Deal. Dans les questions qui étaient posées, c'était effectivement, non seulement globalement, si ces techniques peuvent éviter de marquer OGM sur l'étiquette, ce serait pas mal, mais en plus, si on peut alléguer sur un côté durable, ce serait mieux encore. Or, il n'y a pas de plante durable. Il y a un modèle agricole qui peut rendre durable certaines pratiques et qui va au-delà de la pratique agricole, mais de tout l'environnement. Mais bon, voilà. Et par rapport au NBT, ce qui est un peu dommage, c'est que en fait, ce qui est présenté, c'est toujours 3 exemples qui sont plutôt vendeurs, mais qui ne sont pas du tout significatifs de la réalité. Et si on fait l'analogie avec les OGM, aujourd'hui, 4 plantes constituent 99% des plantes OGM, et ce n'est pas des plantes qui servent à nourrir les hommes, mais les animaux. Et 99% des surfaces cultivées avec des OGM, c'est pour résister aux pesticides. Donc on change les noms, mais pas les objectifs et le vrai risque derrière, c'est qu'on aille vers une privatisation de la nature en disant on va mettre des brevets sur des plantes naturelles, et ce qui est quand même un petit peu, d'un point de vue éthique, effrayant.